Je voudrais mener une brève réflexion autour des catastrophes et autour surtout de la politique devant les catastrophes. Je l'ai fait, et ce n'est évidemment pas sans importance, confiné dans mon appartement au Chili, dans un pays qui vient de mettre en place des mesures très dures pour essayer de limiter la propagation du virus Covid-19, qui comporte, entre autres choses, la présence des militaires dans la rue et l'interdiction de circuler dans des horaires dans les espaces publics. C'est-à-dire que dans un pays qui, comme tant d'autres partout dans le monde, fait face à une catastrophe sanitaire encore sans solution et qui tient le monde dans un véritable suspens. On le sait, la peur de la fin des temps est une notion de plus en plus sécularisée qui intervient de manière assez régulière dans nos représentations politiques. L'association entre les mondes et l'imminence de sa fin est devenue inévitable lorsqu'on considère la crise écologique, la crise sanitaire, la crise climatique. Dans la plupart des domaines de la vie sociale, nous assistons à une montée extrême de la cause de la catastrophe, ce qui indique que le problème de la survie collective apparaît comme le véritable fondement de la légitimité politique. Or, comment cela change-t-il notre perception du monde commun, de l'avenir et de l'action politique? Comment la catastrophe imminente affecte-t-elle nos décisions et comment la politique, face à cette imminence, modifie-t-elle les formes de contrôle de la vie? La catastrophe, en général, est une interruption désastreuse qui modifie les cours normales de l'existence. Pensons à l'effondrement de bords d'une rivière ou d'un barrage artificiel. La catastrophe entraîne tous les ordres établis, les habitudes, les maisons, les styles et les modes de la vie. En ce sens, une catastrophe est un désordre radical dans l'ordre des choses établies qui rend l'espace tout à coup inhabitable, qui compromet irréversiblement les relations humaines et qui expose aussi la vie à un réel danger. Mais ceci ne dure qu'un instant. Même dans le pire scénario de science-fiction d'Hollywood, ceux qui survivent aux catastrophes s'adaptent et reconstruisent la vie, redevenant vite rationnels et reconfigurant de nouveaux modes de vie en réterritorialisant l'espace. La catastrophe est, en ce sens, c'est celle-ci sa spécificité, ce qui se trouve à mi-chemin entre l'accident, c'est-à-dire ce qui se passe dans les cours normales des choses sans l'altérer, et au contraire en articulant la continuité historique, et l'apocalypse, c'est-à-dire la discontinuité finale qui suspend l'histoire pour toujours. À mi-chemin entre la continuité et la discontinuité, entre l'histoire et la fin de l'histoire, n'étant ni partie de l'histoire, ni étant non plus hors de l'histoire, la catastrophe est une partie de l'expérience. Pensons aux catastrophes de Fukushima ou de Tchernobyl, dont on peut avoir fait une expérience, et à la fois, elle transforme radicalement nos formes de l'expérience, les formes de la vie et des interactions entre les vivants, transfigurant complètement l'essence de l'histoire. Or, je crois que la particularité de notre actualité est d'avoir perdu de vue ces caractères doubles de la catastrophe, en faisant de la catastrophe une situation quotidienne et répétée, telle est la forme de la discussion sur les climats par exemple. La catastrophe est devenue un événement presque habituel, pas tout à fait différent des accidents. La catastrophe climatique est devenue aujourd'hui une partie intégrante de nos compréhensions de l'actualité et ainsi une partie indispensable du langage politique. Ce n'était pas le cas il y a quelques années, quand encore le mot catastrophe désignait quelque chose de tout à fait extraordinaire. Un tremblement de terre, comme le fameux tremblement de terre de 1755 à Lisbonne, qui tend à impressionner les philosophes, de Voltaire au Rousseau jusqu'à Benjamin, ou les événements naturels ou culturels liés aux technologies atomiques, voire la menace terroriste 2001. Tous ces cas ont été des événements qui se sont définis pour leur caractère exceptionnel, par leur caractère quasi apocalyptique. Aujourd'hui, au contraire, la catastrophe est imminente, elle est l'imminence du présent, elle est l'insistance du présent sur le langage politique. Par conséquent, la catastrophe partage toujours moins avec l'apocalypse et perd son caractère de discontinuité partielle ou de continuité relative. Elle établit une relation de continuité fondée sur une discontinuité permanente, ce qui sacrifie son caractère de rupture authentique du tissu historique. Or, dans cette situation de catastrophe permanente, il est important de remarquer que de nouvelles formes de gouvernement sont nées, se modulant et en se renforçant avec l'urgence devant les catastrophes.
De quoi je parle? Bon, en général, face à un accident récurrent, la politique tente d'élaborer des formes préventives et conservatrices, d'anticiper les risques futurs et de construire des éléments dissuasifs qui évitent la répétition d'une difficulté et qui définissent des formes de vie moins risquées, selon un principe de précaution. Cela s'est fait par des politiques sociales, des politiques économiques, des politiques internationales de tout ordre, quand elles cherchent à prévenir des futurs accidents en vue de protéger la vie actuelle. C'est ce qui se passe d'ailleurs en ce moment avec le coronavirus, quand on cherche précisément à éviter qu'il se propage de manière indéterminée. Il s'agit donc, dans les cas d'accident, de la gestion et de l'économie de la survie, qui ne font que favoriser une défense de données. Or, évidemment, celui-ci n'est pas le tout de la politique. La politique a avant tout une vocation qui n'est pas préventive, une vocation vers les nouveaux, vers la création des modes de vie, plutôt que de sa simple protection. Une vocation qui l'expose à l'inconnu, plutôt que la réduire aux formes données. Or, aujourd'hui, en transformant la catastrophe en accident, cette vocation créatrice est encore plus frustrée. La catastrophe appelle désormais à des réponses qui cherchent à développer des politiques préventives, donnant ainsi l'illusion d'une gouvernance soucieuse de protéger devant les crises et qui transforme ainsi la politique dans son ensemble dans un espace de vie conservateur et non affirmatif. Mais comment cela peut-il fonctionner face à une catastrophe? Si la catastrophe est, à l'instar de l'apocalypse, impossible à prévoir, cela implique qu'il n'y aura jamais de mesures préventives adéquates, car personne ne sait où et comment elle se produira. C'est là le court-circuit. Réduire la catastrophe à un accident fait que la politique, au lieu de s'ouvrir à l'avenir, ne bouge maintenant qu'après coup, pour se protéger de la répétition d'un traumatisme passé. Or, s'émouvoir après coup, et ne pas se projeter dans l'inconnu, implique renoncer à toute mesure transformatrice de la politique, ce qui va de pair par ailleurs avec une dépolitisation de la parole publique qui se fait de plus en plus conservatrice. Tout cela alors cache et confirme la nouvelle forme de gouvernementalité qui s'alimente des psychoses collectives et qui prétend pouvoir tenir un contrôle sur les catastrophes. On demande de plus en plus aux États de protéger et de défendre la vie des citoyens, ce qui bien sûr n'est pas mauvais, mais ce qui de façon invisible convertit la politique dans une gestion du danger imminent et lui assigne la tâche première de conserver la vie. Or, c'est autour de cette promesse implicite de la politique que peut-être est possible d'altérer notre relation avec la possibilité de la catastrophe. Il ne s'agit peut-être pas de l'éviter. Celle-ci est la fausse promesse de la biopolitique dominante qui contrôle la vie sous ce prétexte de protection. Au contraire, nous devons assumer la possibilité de la catastrophe, non pas pour la contourner, mais pour qu'elle soit vraiment telle. Il s'agit d'assumer de façon, je dirais, nietzschéenne, la catastrophe, de la laisser arriver, de la laisser faire partie de notre action. Dans les frameworks posthumes, Nietzsche parle, dans un passage très connu, du nihilisme comme de l'imminence d'une catastrophe très violente. Celle-ci est, dit-il, une nécessité qui s'annonce de partout et qui a la force d'un fleuve qui veut arriver à son terme, dit Nietzsche. Il faut, il dit, tendre l'oreille vers cette musique du futur. Or, il faut peut-être agir comme le suggère Nietzsche, mais aussi comme le suggèrent d'autres, par exemple Jean-Pierre Dupuy, comme des prophètes du malheur, en réalisant alors un changement d'aptitude fondamentale. Quand la certitude du pire prime sous le doute, on ne demande plus à être protégé. C'est-à-dire, en agissant comme si la catastrophe était un destin, nous nous donnons les moyens de croire à ce que nous savons, que la destruction doit devenir une composante essentielle de l'action, au-delà de toute expérience calculatrice et économique. Ainsi, s'il existe une biopolitique de la catastrophe qui, avec un acte comptable et rationnel, cache la diminution imminente de la catastrophe et se limite à quantifier économiquement les risques d'éventuelles insurrections catastrophiques avec une gestion du possible, d'un autre côté, il est possible de poursuivre une alternative, disons, nietzschéenne,
qui serait capable de laisser émerger et de souligner les pouvoirs catastrophiques de ce qui se passe. Ici, peut-être on touche à un point complexe et en même temps un point aveugle de toute biopolitique, où une image créatrice est nécessaire au-delà du temps historique et au-delà de l'inertie des accidents. Si la temporalité de la biopolitique tente à maintenir l'inertie actuelle avec une prévision du possible, évitant ainsi toute transformation effective de la politique, il faudrait au contraire concevoir une disjonction du temps de soi, une fracture de la logique et de l'économie du devenir. C'est à Benjamin que je pense bien sûr, à sa notion de violence divine, mais c'est encore plus fondamentalement avec Nietzsche que je veux imaginer une telle rupture, la possibilité d'une nouvelle subjectivité, pas inerte, pas dépolitisée, pas passive et pas non plus simplement réactive, mais capable d'assumer pleinement la catastrophe dans ce qui est encore incalculable et impensable. Agir maintenant avec l'impensable, c'est peut-être une tâche qui résiste autant à l'inertie qu'à la pure gestion protectrice de la vie et qui transforme les agents de la politique. Il est important alors, même si nous sommes en ce moment confinés chez nous, avec ces sentiments de peur généralisés, de ne pas céder face aux arguments politiques des catastrophes à aucun de ces extrêmes, ni se faire enchanter par les psychoses et par les promesses de protection de la politique, ni non plus, inversement, se rendre immune à l'imminence de la catastrophe.